nous implorons ton aide, car sans ton... Assalamu alaikum. Chers élèves, la radio Leral FM 104.6 nous donne une opportunité avec des cours tous les jours de 11h à 13h. L'émission sera animée par Mr Amadou NIANG. Monsieur NIANG, quelles seront les matières? Oui, chers élèves, la radio Leral FM, surtout en cette période de la maladie de Covid-19, vous donne cette opportunité de suivre des matières en français, en anglais, en philosophie, en espagnol et en histoire et géographie avec les professeurs de la commune pour les niveaux de la terminale et de la troisième. Vous pouvez suivre également cette émission à travers la page Facebook de l'RLFM et sur sa chaîne YouTube. Saisissez donc, chers élèves, cette opportunité et suivez la radio l'RLFM tous les jours de 11h à 13h. Peur est dans sa destinée, j'ai senti en lui la valeur de la vie. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers auditeurs de la radio l'RLFM 104.6. Vous suivez votre émission La Classe en direct, donc qui est animée tous les jours, bien tous les dimanches de 15h à 17h, mais avec peut-être quelques changements que vous allez peut-être avoir en cours d'émission. Tous les jours, vous aurez cette émission de 11h à 13h, donc sur la radio l'RLFM 104.6. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir un collègue professeur, M. Matar, qui est professeur au niveau du lycée Malik Sall de Louga. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Donc, M. Ndiaye, aujourd'hui, nous sommes là au niveau de la radio l'RLFM 104.6 et nous allons faire un cours d'anglais donc sur 2 leçons. Donc, la première heure, on va parler un peu des preposition use que vous allez aborder ensemble, Inch'Allah. Nous allons faire ça, on va vous laisser peut-être la parole. Avant cela, également, la radio l'RLFM, comme toujours, qui s'active dans le social, compte tenu de la maladie, donc coronavirus qui sévit avec les anticipations des fêtes, a jugé nécessaire de donner chaque jour 2 heures de temps aux élèves pour leur permettre de réviser et de revenir sur certains cours. Bien sûr que peut-être c'est une émission radiophonique, mais je pense que ça va servir les élèves. M. Ndiaye, qu'est-ce que vous pensez de cela? Voilà, d'abord, avant de commencer, j'aimerais vraiment vous féliciter pour cette belle opportunité que vous offrez aux élèves. Voilà, parce que nous sommes en situation critique et là, il faut des initiatives comme ça vraiment qui pourraient revigorer nos chers élèves et mieux les encourager à réviser en classe. Surtout à rester à la maison et réviser en même temps. Voilà, donc vraiment c'est une très belle initiative et je tenais beaucoup à vous féliciter pour cela. Okay. Nous aussi, en tant que collaborateurs, en ce qui nous concerne, serons toujours disponibles à chaque fois que vous ferez appel à nous. Merci. Donc, merci pour votre disponibilité. Très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, nous allons voir, chers élèves, si vous êtes à table ou bien vous êtes devant votre cahier ou bien votre livre, vous suivez avec nous cette leçon d'anglais, donc qui sera une leçon très intéressante parce que l'anglais c'est une matière de base, surtout ceux qui font la classe de terminale et de troisième. Donc c'est une leçon qui va porter la première sur les preposition use. M. Ndiaye. Voilà, donc pourquoi the preposition use? Parce que souvent, dans cette nouvelle manière d'évaluer l'anglais au baccalauréat, souvent il y a des aspects incontournables de la grammaire qui reviennent à chaque fois, parmi lesquels l'utilisation des prépositions. Peut-être pour introduire juste, j'aimerais présenter une activité qui répond au même format que celui proposé au bac. C'est ce qu'on appelle the contextual presentation. Souvent au bac, on propose un petit paragraphe de 2 à 3 phrases avec des blanks, des gaps, donc des vides qu'il faut combler en mettant le mot adéquat. Donc j'aimerais proposer ce format en premier lieu à travers la contextual presentation. Mais avant d'en venir à cela, j'aimerais aussi vous présenter donc ce qu'on appelle le course outline. Donc j'allais dire les différents points donc qui composent ce cours que je m'avais proposé. Donc le premier point, c'est ce qu'on appelle the contextual presentation, donc qui va consister à introduire donc les différents éléments qui seront présentés aujourd'hui. Ensuite, nous avons le deuxième point qu'on appelle the awareness raising, qui va nous permettre d'attirer l'attention des élèves sur certains aspects donc du cours. C'est-à-dire c'est le contenu du cours qui est donné à travers ce point. Ensuite, nous avons en troisième lieu la dernière partie qu'on appelle the guided practice, donc à travers lequel on va faire
l'exercice d'application. Donc, en grande partie, donc, ce sera le awareness raising, donc la deuxième partie, qui va pratiquement prendre une très bonne partie donc, de cet entretien aujourd'hui. Voilà, donc les différents points que j'allais proposer sont, d'abord, par là des preposition use, il faudra qu'on parle d'une certaine catégorisation. Voilà. Quels sont les différents types de prépositions, ce qu'on appelle la typologie. D'abord, il y a ce qu'on appelle en premier lieu, the time preposition. Ensuite, the place preposition. En troisième lieu, ce qu'on appelle les prepositions as objects, c'est-à-dire les prépositions qui suivent des éléments. Ces éléments peuvent être des adjectifs, on les appelle prepositional adjectives. Ils peuvent aussi être des verbes qu'on appelle prepositional verbs. Voilà. Et en dernier lieu, maintenant, on va parler des phrasal verbs. Donc voilà le plan du cours que je m'avais présenté, M. Nia. Ok, allez-y. Pour le premier point. Voilà, donc the contextual presentation, the tasks. Donc veuillez, chers élèves, prendre un stylo, un écritoire ou bien un crayon, quelque chose comme ça. Voilà. Task: complete this passage using the right prepositions from the box below. In, about, on, of, with, from, at, for, to, after, by, out, up. So these are the prepositions you should use in order to fill out the coming paragraph. Now the content of the paragraph is: More is a student in upper 6th level in Marisal High School. Stop. He is very fond blank. So when I say blank, it means the space you have to fill in. He is very fond blank English. Full stop. He is interested blank everything related to English. That's why he always attends English club meetings. Full stop. Students are impressed blank his fluency, and they often talk blank that in school. Full stop. The chairman who is responsible blank the good functioning of the club always succeed blank getting some tips from him. Full stop. A lot of students have found blank that most wish is to help them keep blank doing efforts to improve their English. Full stop. A meeting is scheduled for next week, and let's hope that all English lovers will show blank because they need blank practice the language. So this is the short paragraph as I would propose in my classroom. So if you allow Mr. Nya to come back on it and give the answers. Okay. Yes. Okay. Thank you. So these are the choices we should make in order to complete or to fill out this paragraph. More is a student in upper 6th level in Marisal High School. He is very fond of English. So here we should use the preposition of because it follows fond, the adjective fond. So we have the prepositional adjective fond of. He is interested in everything related to English. That's why he always attends English club meetings. Full stop. Students are impressed with. Here we have two choices. The first one is with. The second one could also be by. We can say impressed by and impressed with. His fluency, and they often talk about. To talk about, as we would say in French, parler de. To talk about that in school. The chairman who is responsible for. Here we have to notice the difference between French and English. Être responsable de, mais en français, en anglais on dit to be responsible for.
Donc pour dire que les mots ne se traduisent pas littéralement d'une langue à l'autre. The chairman, who is responsible for the good functioning of the club, always succeed in getting some tips from him. A lot of students have found out meaning to discover, découvrir, that More's wish is to help them keep on. We'll come back to that during the lesson. Doing efforts to improve their English. A meeting is scheduled for the next week, and let's hope that all the English lovers will show up because they need to practice the language. So this is the end of the first text here. Ok. Maintenant, M. Ndiaye, le texte là, peut-être, est-ce qu'on peut traduire ça en français? Souvent, peut-être les prépositions que vous venez de dire, les élèves ont des problèmes pour mettre la préposition qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, surtout. Donc, je m'avais traduire et essayer de justifier les choix que j'ai fait. Voilà. More is a student in upper sixth level in Marisal High School. More est un élève de terminale au lycée Malik Sall. He is very fond of English. Il aime beaucoup l'anglais. To be fond of veut dire aimer. C'est un verbe prépositionnel qu'on appelle aussi un phrasal verb. He is interested in everything related to English. To be interested in, s'intéresser à. Tout ce qui se fait par rapport à l'anglais. That's why he always attends English club meetings. Raison pour laquelle il assiste souvent aux rencontres donc du club d'anglais. Students are impressed with his fluency. Les élèves sont fascinés par la facilité avec laquelle il parle l'anglais. And they often talk about that in school. Et on en parle souvent à l'école. The chairman, who is responsible for the good functioning of the club, always succeed in getting some tips from him. Le président du club, qui est responsable du bon fonctionnement du club d'anglais, l'interpelle souvent pour avoir des conseils venant de lui, des conseils et suggestions. A lot of students have found out that More's wish is to help them keep on doing efforts to improve their English. Beaucoup d'élèves ont découvert, to find out veut dire découvrir, que More, le principal souhait de More est de les aider à continuer à persévérer davantage dans la langue anglaise. A meeting is scheduled for next week, and let's hope that all English lovers will show up. Il y a une rencontre qui a été planifiée pour la semaine prochaine et nous espérons que tous ceux qui aiment l'anglais vont se montrer. To show up veut dire arriver, venir, se montrer ou assister à quelque chose. Because they need to practice the language. Parce qu'ils ont besoin de pratiquer la langue. Donc, c'était juste pour camper. Vraiment, c'est pourquoi on est là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le contextual presentation. C'est ce qu'on appelle souvent en grammaire française peut-être le corpus. Voilà. Donc c'était ça. Maintenant, c'est sur la base des analyses vraiment qu'on va faire donc de ce corpus-là qu'on va donner le contenu du cours. Effectivement. Donc merci donc chers auditeurs. Je rappelle que vous suivez la radio LRL FM 104.6. Vous suivez cette émission donc la classe en direct. Aujourd'hui, nous sommes avec Mr Ndiaye Matar, donc qui est professeur d'anglais au lycée Malik Sall, qui va parler durant la première heure sur les prépositions use, c'est-à-dire comment on utilise ce qu'on appelle les prépositions. Voilà, M. Ndiaye a donné quelques exemples, peut-être un petit texte qui vous permettra de voir effectivement comment il a pu utiliser ces prépositions. Directement, il va entrer dans le cours proprement dit. Voilà, d'abord, pour introduire, what is a preposition? Qu'est-ce qu'une préposition? A preposition is a word that shows the relation between two things. As you can see in the contextual presentation above, they have different functions depending on the elements they go with. So we can have prepositions of time, prepositions of place, and prepositions as
objects. That is, prepositional adjectives, prepositional verbs and phrasal verbs. Donc, l'utilisation d'une préposition sert à lier deux éléments dans la phrase, à introduire parfois un complément. Maintenant, le type de préposition utilisé va dépendre du type de complément donc, qui va suivre. Donc, comme on a pu le voir à travers la présentation contextuelle, les prépositions ont différentes fonctions. Voilà, donc nous avons ce qu'on appelle les prépositions de temps, nous avons les prépositions de lieu, mais nous avons aussi des prépositions qu'on utilise comme objet. C'est-à-dire comme objet, c'est-à-dire qui sont utilisés par rapport à quelque chose qui leur aura précédé. Voilà. Donc s'ils sont précédés d'un verbe, on appelle ça prepositional verbs. Parfois ils sont précédés d'un adjectif qu'on appelle prepositional adjective. Parfois on peut aussi avoir ce qu'on appelle phrasal verbs. Maintenant, avant de passer dans la typologie, il faudra savoir quelle est la différence entre prepositional verb et phrasal verb. C'est-à-dire, prepositional verb, c'est une préposition, c'est un verbe prépositionnel, un verbe suivi de préposition qu'on utilise. C'est-à-dire, le verbe a besoin de la préposition adéquate pour pouvoir introduire le complément. C'est ça qu'on appelle prepositional verb. Quand on dit en français regarder, en anglais, on utilise le verbe to look. Mais quand on dit regarder quelqu'un, on ne peut pas dire en anglais to look somebody. Donc là, il manque une préposition. To look at somebody. Donc là, on peut dire que to look at est ce qu'on appelle un prepositional verb. Un verbe prépositionnel. Maintenant, un phrasal verb, ici, la préposition vient changer le sens du verbe qui le précède. C'est ça la différence entre prepositional verb et phrasal verb. To look veut dire regarder. Mais quand on utilise par exemple la préposition down, to look down veut dire sous-estimer, to underestimate. Donc là, la préposition est venue changer radicalement le sens donc, du verbe. C'est ça qu'on appelle phrasal verbs. C'est souvent des choses qui reviennent au bac, mais les élèves ont tendance à la mélanger et parfois à ne pas savoir quelle particule verbale utiliser à la place de quelle autre. Donc, c'était ça vraiment l'introduction. Maintenant, si vous le permettez, M. Nia, on passe au premier point qui sont ce qu'on appelle les time prepositions. Ok, allez-y. A time preposition is a preposition that is used to give us information about when the moment we talk about has taken place. Donc ça, ils sont utilisés pour nous dire quand l'action dont on parle s'est déroulée. Maintenant, le choix de la préposition dépend du moment auquel on fait allusion. Nous avons des prépositions de temps comme on, at, in, since, for, by, from, to, or from, until, during, with, in. These are what you call the time preposition. Now, how do we use each of them? Let's start with the preposition on. On is used with days. On. We have English class on Monday. I will see you on Friday. Donc, on l'emploie souvent pour parler de jour. The week begins on Sunday. On peut aussi dire I was born on January the 21st. Je suis né le 21 janvier. On peut le dire parce que la préposition on est utilisée quand il s'agit d'introduire le jour comme complément circonstanciel de temps. L'autre préposition de temps, c'est la préposition at. At is used with noon, night, midnight, and with a precise time of the day. At, souvent, on l'emploie pour un moment beaucoup plus limité dans le jour. Il ne parle pas du jour
de manière générale, mais il choisit un moment précis du jour. Souvent, on emploie at pour donner l'heure. Yeah. This meeting starts at 5 o'clock. My plane leaves at noon. Mon avion va quitter à midi. The movie starts at 6 p.m. Donc le film démarrera à 18h. Donc at, souvent on l'emploie pour donner l'heure, alors que on, c'est pour faire allusion au jour. In is used with other parts of the day. Monsieur Ndiaye, je ne vous coupe pas, s'il vous plaît, excusez-moi. Les élèves souvent confondent ces deux prépositions, c'est at et on. Je ne sais pas quelle est la difficulté qui fait que peut-être les élèves confondent cela. Voilà, c'est ça. Donc souvent, ils peuvent utiliser at à la place de on, ils peuvent parfois utiliser on à la place de at. Mais comme je viens de le dire, la différence entre on et at, en termes de préposition de temps, ils peuvent aussi être prépositions de lieu, on y reviendra. Mais en tant que préposition de temps... Excusez, même à l'université, lorsqu'on est là, je voyais souvent les étudiants avaient même ces problèmes. Le professeur d'anglais qui faisait le cours d'anglais, spécialisé en grammaire, faisait un cours spécifique sur cela. J'entendais souvent dans les couloirs les étudiants discuter de ce problème-là entre at et on. Voilà, c'est d'ailleurs l'intérêt de ce cours, parce que souvent, c'est juste pour attirer l'attention des élèves pour qu'ils puissent utiliser la préposition adéquate. Parce que c'est souvent des choses qui reviennent au bac à travers les information gap activities qui sont proposées au bac. Donc pour revenir à la question, on l'emploie pour donner une information par rapport au jour. La rencontre se tiendra jeudi. The meeting will take place on Tuesday. Là on ne dit pas at, on dit on. Mais quand on emploie at, ça ne renvoie pas au jour, mais ça renvoie à un moment précis dans le jour. Pour donner une heure, par exemple. The meeting will take place on Tuesday at 6 o'clock. Voilà, at pour donner l'heure. Maintenant, on peut choisir des moments du jour comme noon à midi, at noon, pendant la nuit, at night, à minuit, at midnight. Donc ça ne renvoie pas à tout le jour, mais à une partie du jour. Là, on emploie at. Comme pour dire que at est utilisé souvent pour mettre l'accent, pour donner une information beaucoup plus précise. Est-ce qu'on n'utilise pas des fois at pour un lieu, des fois at? Voilà, on y reviendra, c'est ce qu'on appelle les prépositions de lieu. Place preposition, donc j'y reviendrai. Voilà, souvent aussi on fait les confusions. Il y a ce qu'on appelle les prépositions de temps, il y a ce qu'on appelle les prépositions de lieu, donc j'y reviendrai. Maintenant, in, au-delà du moment précis dans le jour et au-delà du jour, in est utilisé souvent pour parler de semaines, de mois, d'années, de siècles et de décennies peut-être. Donc là, c'est ce qu'on appelle a broader time span en anglais. Donc in is used with other parts of the day, with months, with years, with seasons. He likes to read in the afternoon. The days are long in August. August est un mois. Donc quand on dit the days are long in August, c'est-à-dire les jours sont longs au mois d'août. The book was published in 1999. Le livre a été publié en 1999. Pour parler de nos héros, par exemple, on peut dire que la Dior was dead in 1886. La Dior est décédée en 1886. Donc quand il s'agit de donner une information relative à la date, au mois ou quelque chose comme ça, on emploie in. Donc pour dire que in est beaucoup plus large que at et on. Ok, chers auditeurs, je vous rappelle que vous suivez la radio LRL FM 104.6. Nous sommes aujourd'hui avec M. Ndiaye Matar, donc, qui est professeur d'anglais au niveau du lycée Malik Sall de Louga, donc, qui nous parle aujourd'hui des prépositions use, c'est-à-dire comment on utilise les prépositions, je pense bien. Voilà. Vous pouvez également participer à l'émission en appelant au numéro 88 628 17 88. 88 628 17 88 et nous saluons de passage tous les collègues de la commune, en premier lieu également notre chef d'administration, c'est-à-dire l'IA, l'IF de Louga, et les collègues qui nous suivent en direct, M. Diop, Anglais, M. Ndiaye qui est votre CPI, je pense bien, Mansour Ndiaye,
et tous les autres collègues qui nous suivent, M. Pape Moussassi, qui est professeur d'anglais, M. Jim, M. également Ndiaye, philosophie du nouveau lycée. Tous ces professeurs vont passer pour faire des cours. Ils le font gratuitement pour permettre aux élèves d'avoir un peu, de réviser un peu ce qui a été fait jusqu'ici, parce que le temps file et on ne sait pas peut-être jusqu'à quand le problème va perdurer. Ok, merci Ndiaye, vous avez la parole. Voilà, monsieur Ndiaye. Donc, juste pour poursuivre, donc j'avais commencé à mettre l'accent sur on, at et in. Mais il y a d'autres prépositions de temps. Là, peut-être que je n'aurai pas besoin de détails comme je l'ai fait. Parce que souvent, les confusions qu'on fait avec les prépositions sont souvent faites avec les trois premières. Maintenant, ici, quand on parle de since, par exemple, since, on l'emploie pour mettre le point de départ d'une action. Sur le point de départ d'une action. She has been away since yesterday. Voilà. For, pour mettre l'accent sur la durée. Hein. I'm going to Paris for two weeks. From, to, pour mettre l'accent sur le point de départ et le point d'arrivée. De, à. The movie showed from August to until October. Donc ça a commencé en août pour continuer jusqu'au mois d'octobre. Pour utiliser from et to. During est aussi une préposition qui est utilisée. La différence entre for et during, parce que là aussi les élèves confondent for et during. For, quand je dis I will stay in the United States for the coming vacations. Pour les vacances d'été à venir, je vais séjourner aux États-Unis. C'est-à-dire pendant toutes les vacances, je vais les passer aux États-Unis. For. Mais quand je dis I will stay in the United States during the summer vacations. During veut dire que je vais me rendre aux États-Unis, mais je ne vais pas y rester pendant toutes les vacances. Mais je vais pendant les vacances pendant les grandes vacances, je vais passer peut-être 1 semaine ou 2 semaines aux États-Unis. Donc during est plus restreinte. Et beaucoup plus restreinte qu'avec for. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle les time prepositions. Voilà. Ok, donc merci, je pense que c'est clair, chers élèves. Je pense que vous pouvez suivre également cette émission sur la radio Leral FM, sur les preposition use. Il a parlé des propositions de temps, je pense bien. Donc il a fait la différence un peu entre on et at. Donc c'est très clair. Et également sur d'autres prépositions. Si vous avez peut-être également des exercices à donner, et on continue avant d'entamer l'autre point. Voilà. Sinon, on continue directement, après on revient sur les exercices. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire attendre de terminer. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on passe à ce qu'on appelle les prepositions of place, c'est-à-dire les prépositions de lieu. Voilà, donc vraiment, c'est juste pour répondre à votre question de tout à l'heure. Voilà, ce sont les mêmes prépositions qu'on a vues tout à l'heure, les prépositions de temps, qu'on va revoir ici. Voilà. Maintenant, ce sera le rôle dans les phrases qui sera un peu différent. Donc, on revoit ici des prépositions comme in, inside. Donc, M. Ndia, est-ce que là également, peut-être ça demande une bonne compréhension de l'anglais? Parce que si l'élève ne comprend pas l'anglais, ce sera un peu difficile de savoir est-ce que c'est une préposition de lieu ou bien de temps. Donc, ce qui fait que les élèves pédalent les mélanges. Hein? Voilà. Donc c'est souvent, c'est ça le principal problème. Souvent, une anecdote, par exemple, j'ai donné un cours sur les temps dans un établissement que je n'ai pas besoin de nommer. Après avoir fini, un élève a levé la main pour me dire, mais Mouche Ndiaye, si on ne comprend rien de l'anglais, comment savoir quelle est la fonction du temps qu'on doit utiliser? Voilà. Donc, vous me dites que je dois employer le present perfect pour mettre l'accent sur une action dont la durée n'a pas été précisée ou quelque chose comme ça. Maintenant, si je ne comprends même pas la phrase, comment est-ce que je pourrais utiliser le present perfect? C'est ça le problème. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, dans les textes aussi, les élèves aussi doivent avoir des astuces. Parce que quand on parle de préposition de temps, de préposition de lieu, quand on parle de préposition de temps, par exemple, l'élève doit savoir que c'est une préposition subordonnée. C'est un complément circonstanciel de temps qui doit suivre. Voilà. Quand je dis the pen is on the desk is a place. Donc là, on doit savoir que le on qu'on utilise est différent du on
qu'on utilise quand on parle de on Tuesday, on Monday ou something like that. Donc, ça dépend aussi des éléments qui vont avec la préposition. Là aussi, c'est des astuces que les élèves doivent utiliser pour voilà. Donc, nous avons des prépositions de lieu comme in, inside, on, at, over, above, under, underneath, beneath, below, near, by, next to, between, among, opposite, and so on and so forth. In describes the point itself. There is a wasp in the room. Il y a une guêpe dans la chambre. Là, on emploie in. Inside expresses something contained. Quand on dit put the present inside the box, mais le cadeau dans la boîte. Là, il est beaucoup plus approprié d'employer inside que in. Ce ne serait pas une erreur d'employer in, mais il est beaucoup plus précis d'employer donc inside. On, comme je l'ai dit, souvent quand il est question donc, de poser quelque chose sur une surface, voilà, on emploie on. I left your keys on the table. At talks about a general vicinity. She was waiting at the corner. Mr. Ndiaye teaches at Mixal High School. My father works at the hospital, and so on and so forth. Over and above, when the object is higher than a point. Au-dessus de, or par-dessus de. He threw the ball over the roof. Il a lancé la balle donc par-dessus le plafond. Hung the picture above the couch. Under, underneath, beneath, below. It talk about when the object is lower than a point. Au-dessus de, sous, par-dessus, etc. The rabbit burrowed under the ground. The child hid underneath the blanket. We relaxed in the shade beneath the branches. The valley is below sea level. Nous avons aussi des prépositions de lieu comme near, by, next to, between, among, opposite, when the object is close to a point. For example, she lives near the school. She lives near the school, donc il habite à côté ou près de l'école. There is an ice cream shop by the store. An oak tree grows next to my house. The house is between Elm Street and Marble Street. I found my pen lying among the books. Among, ici le sens de parmi. Voilà. Entremêlé dans quelque chose. Donc il y a les livres, il y a mon stylo, donc qui est voilà. The bathroom is opposite the kitchen. Donc face à. Donc voilà les prépositions de lieu. Maintenant, il y a une troisième catégorie de prépositions. C'est les prépositions qu'on utilise comme objet. Preposition as object. Souvent, les prépositions sont suivies d'un complément, souvent. Mais ici, ils jouent elles-mêmes le rôle de complément. Souvent, quand elles suivent un adjectif ou bien quand elles suivent un verbe. On va d'abord parler des prepositional adjectives. Donc là, je m'avais donné une liste. Voilà. Quelle préposition utiliser pour quel adjectif? Nous avons des adjectifs comme to be angry, to be furious, to be annoyed. Là, on utilise la préposition about. To be angry or to be furious about something, to be annoyed about something. Même s'il est permis de dire aussi to be annoyed with somebody for doing something. Nous avons aussi les adjectifs to be excited, to be nervous, to be happy, to be worried, to be upset, qui sont aussi suivis donc de la préposition about. To be worried about a situation. Être inquiet à propos d'une situation quelconque. To be surprised, shocked, amazed, astonished by or at something. To be impressed with or by something. To be fed up or bored with something. To be sorry about a situation. To be
sorry for something you did, to be afraid, frightened, terrified, or scared of, to be fond of something, to be proud, to be ashamed, to be jealous, to be envious of something, to be aware, conscious of, or to be capable or incapable of, être capable ou incapable de faire quelque chose. On utilise aussi la préposition of avec to be full of or short of, être plein de ou manquer de, ne pas avoir suffisamment de. Certain, sure of or about something. On peut être sûr de quelque chose. Mais en anglais, on peut utiliser of comme on peut utiliser about. To be good or bad, better, brilliant at something. To be married or engaged to, être marié ou fiancé à quelqu'un. On utilise la préposition to aussi, to be similar to. To be similar to, être similaire à quelque chose, ressembler à quelque chose. Mais to be different from something. On peut dire to be interested in. Là, vous verrez la différence entre le français et l'anglais. Être intéressé à, mais en anglais, on dit to be interested in, mais pas interested to. Là aussi, les élèves commettent souvent ces erreurs. Voilà. To be keen on, être passionné de. To be dependent on, être dépendant de. To be crowded with or to be responsible for. Donc, ce sont des adjectifs qui sont suivis de prépositions. Ces prépositions jouent ici le rôle d'objet. Il y a aussi ce qu'on appelle les prepositional verbs. Tout à l'heure, je pense avoir fait la différence entre ce qu'on appelle prepositional verbs et phrasal verbs. Voilà, avec l'exemple du verbe to look, qui veut dire regarder. Mais quand on met une préposition comme down, comme after, donc là, c'est différent. Ce sont des sortes d'expressions. Voilà, c'est des expressions. Voilà. En anglais, on les appelle des multi-word verbs ou phrasal verbs. Voilà. A phrase en anglais veut dire expression en français. Voilà. C'est des verbes mais sous forme d'expression. Allez. Maintenant, les prepositional verbs, nous avons avec la préposition to, nous avons to talk, to somebody, to speak to somebody, to listen to write to apologize to somebody for something, to explain something to somebody, to object to happen to invite somebody to complain to somebody, to sentence somebody to, c'est-à-dire condamner quelqu'un à, voilà, à une peine d'emprisonnement, par exemple. To look at, comme je l'ai dit tout à l'heure, regarder, to laugh at, se moquer de. Pour la préposition about, nous avons des mots comme to talk about something, to care about something, to dream of or about something, rêver de. To think of or about something or someone, to remind somebody about. On peut aussi dire to remind somebody of. To warn somebody about, to complain about something. Pour la préposition for, nous avons to apply for, to wait for, to thank for, give somebody for, to apologize for, to blame somebody for something, to search for, to fight for something, lutter pour une cause quelconque, to blame something on somebody, to concentrate on, pour la préposition on, to insist on, to spend on, to agree on, to depend or to rely on. Pour la préposition from, nous avons des verbes prépositionnels comme suffer from, to protect from, on peut aussi dire to protect someone against someone else, to differ from, to exclude or expel from, to escape from, donc s'échapper de. Pour la préposition in, nous avons des verbes prépositionnels comme to believe in, croire en quelque chose, to succeed in, réussir à faire quelque chose. Maintenant, pour boucler la boucle, il y a ce qu'on appelle les phrasal verbs. What is a phrasal verb? A phrasal verb is a verb whose meaning or the meaning of which is determined by the preposition or particles that follow it. On a l'exemple du verbe to give qui veut dire donner.
Mais quand on utilise le particule verbal up, donc ça va donner to give up, qui vient changer le sens donc du verbe. To give up, qui veut dire abandonner, ou bien to stop. To show veut dire montrer, mais to show up veut dire arriver. To call veut dire appeler. To call off veut dire annuler. To cancel a meeting, for example. To get, obtenir. To get on, progresser. To look, je l'ai dit tout à l'heure, regarder. To look out, or to watch out, veut dire to pay attention, to be careful. Voilà. Sometimes the phrasal verb can have an object, and the object usually has two possible positions. C'est-à-dire le complément d'objet qui vient après ce qu'on appelle le phrasal verb. Il a deux positions dans la phrase. He has turned on the mobile. Donc là, nous avons le phrasal verb turned on, qui est suivi du complément the mobile. Mais là, on peut mettre maintenant aussi the mobile entre turned et on. Parfois, le complément, il vient se mettre entre le verbe et le particule. C'est-à-dire, he has turned on the mobile. On peut aussi avoir he has turned the mobile on à la fin. You must take off your shoes when entering in the mosque. Tu dois enlever, bien vous devez enlever vos chaussures avant d'entrer dans la mosquée. You must take your shoes off est aussi une autre possibilité. Some phrasal are non-separable phrasal verbs, which means that they can be nothing between the verb and the preposition or particle that follows it. Maintenant, ce n'est pas le cas avec tous les phrasal verbs. Il y a des phrasal verbs où la phrase n'aurait pas de sens si on mettait le complément entre le verbe et la préposition ou bien la postposition. Peut-être là, les élèves auront la chance, ont la chance en classe d'avoir une liste que le professeur donne souvent pour permettre de faire cette différence. Parce que ce sont des sortes d'expressions qui n'est pas tellement, peut-être, c'est pas aisé que l'élève soit en mesure de les connaître. Voilà. Mais moi, je pense que ce serait quand même difficile de donner, par exemple, une liste à tous les élèves et leur demander de parcourir, parce que là, ce serait trop leur demander. Oui. Souvent, l'apprentissage du mot se fait, voilà. Donc, c'est en lisant que l'on lisant, ça vient de manière progressive. Maintenant, tout dépend de la manière avec laquelle donc, le professeur va procéder dans la classe. Parfois, on peut mettre l'accent sur des phrasal verbs, mais en relation avec un thème donné, par exemple, et y aller au fur et à mesure. Mais là, il n'est même pas. C'est pas difficile, c'est pas facile. Peut-être c'est un peu difficile de le faire en classe. Donc, je rappelle également les auditeurs que vous suivez la radio LRL FM 104.6 et vous suivez votre émission La Classe en direct. Donc, cette émission qui passe tous les dimanches de 15h à 17h. Parallèlement, la radio LRL FM donne une autre peut-être opportunité aux élèves. Tous les jours de 11h à 13h, la classe en direct va passer pour permettre aux élèves, surtout en cette occasion de la maladie Covid-19, donc permettre aux élèves d'apprendre les cours et de suivre certaines leçons en anglais, en français, en mathématiques, en philosophie, en histoire et géographie et en espagnol. Donc suivez toujours, chaque jour, de 11h à 13h, la radio LRL FM avec votre émission La Classe en direct animée par votre frère Amadou NIANG. Donc je rappelle que vous pouvez également participer à l'émission en appelant au numéro 88 628 17 88 88 628 17 88, chers élèves. Ok, M. Ndiaye. Voilà, donc je vais poursuivre, comme je venais de le dire. Donc parfois aussi, comme il est possible de changer la position du complément, parfois il y a des phrasal verbs avec lesquels donc la phrase n'aurait pas de sens si on procédait ainsi. Par exemple, quand on dit my friend gave up smoking last year, donc là c'est incongru par exemple de dire my friend gave smoking up donc là ça n'aurait pas de sens. Voilà, gave up, le sens d'avant. The chairman will show up soon. Donc là, on n'a pas besoin de dire the chairman will show soon up. Donc là, ça n'aurait pas de sens. Look out, a car is coming. Donc là, il n'y a même pas de... Voilà.
il n'y a pas possibilité de mettre changer quelque chose entre le verbe et la préposition. Maintenant, comme je viens de le dire, hein, tout dépend de la manière avec laquelle le professeur va procéder. Bon, même si moi, je vais quand même me risquer à donner une petite liste de phrasal verbs. Voilà, donc... il y a ce qu'on appelle les phrasal verbs avec le particule verbal up, to add up, to make sense. Add veut dire ajouter. Mais quand on dit to add up, make sense. Donc avoir un sens compréhensible. To back up, to give support or encouragement. To give up, abandonner, je l'ai dit tout à l'heure. To hang up. To hang up veut dire mettre fin à une conversation, surtout au téléphone. To hurry up, to be quick. Voilà. To mix up, confondre, to mistake one thing or person for another. Donc confondre deux personnes, voilà, confondre quelqu'un avec son frère ou quelque chose comme ça. To mix up. Own up, admit or confess something. To set up, to start a business. Voilà, to set up. To show up, to appear or to arrive. To shut up, là c'est une manière un peu informelle de demander à quelqu'un, par exemple, de se taire. Shut up, voilà. To bring up a child, donc élever un enfant. To pick up, veut dire collecter, hein, to collect something. For, to allow for, to account for, to apply for, to look for, qui veut dire donc to look for veut dire search or try to find something. Donc chercher quelque chose. Hein. Out, black out, to find, to black out veut dire to find, to lose consciousness, donc perdre conscience. To hand out, distribute. Donc c'est souvent les polycopes que les professeurs distribuent, on les appelle des handouts. Voilà, parce que ça vient de ça. To hand out. To find out, discover. To figure out, to understand, or sometimes to find the answer to a problem. To drop out, to leave school without finishing. To move out, leave your office or house. To pass out, to find or lose consciousness. To rule out, eliminate. To watch out, be careful. To work out, find a solution or calculate something. Down, nous avons break down, for example. To break down, ne plus marcher, ou bien être en panne. To get out of order, to lose control of one's emotion. To die down, to calm down, become less strong. To note down, to write something. To turn down a proposal, c'est-à-dire refuser une proposition donc, qui nous a été faite. Off avec deux F, to call off, qui veut dire annuler, to cancel. To put off, or to postpone, put off, veut dire donc mettre à une date ultérieure, reporter. Voilà. To show off, brag or want to be admired, le fait de vouloir être admiré. Donc là, to show off. To take off, to leave the ground or fly. The plane has taken off. Voilà. Décoller, voilà. To tell off, to reprimand or criticize severely. To hold on. On, souvent, il a le sens de continuité. Hein. To hold on, to wait or grip tightly. To keep on, continuer. To put on, turn on or switch on. To rely on, compter sur quelqu'un ou dépendre de quelqu'un. Through, la préposition through, nous avons des verbes comme to fall through, to fail, or something that doesn't happen. To go through an experience, donc subir ou bien voilà, faire face à quelque chose de difficile. By, to abide by, respect or obey. To get by, c'est-à-dire survivre à quelque chose. Maintenant, nous avons aussi la préposition over, to get over, recover from illness or disappointment. To think over something, considérer. After, nous avons look after, je pense l'avoir dit tout à l'heure. To take care of. To take after, ressembler à quelqu'un. To resemble or to look like. In, to hand in, to submit a report, a homework. To move in, arrive in a new office or house. Maintenant, il y a d'autres prépositions comme to, away, back, around, off, qui vont aussi avec d'autres verbes comme to look forward to pass away, qui veut dire mourir, to pay back, rembourser, to show around, compare prices, to take care of, bien to look
look after. Donc voilà vraiment quelques expressions. Voilà. Ok, merci encore une fois, M. Ndiaye. Thank you. Donc je rappelle les auditeurs que vous suivez la radio LRL FM 104.6. Aujourd'hui, le 23/2020, nous sommes aujourd'hui avec M. Matar Ndiaye, qui est professeur d'anglais au niveau du lycée Malik Sall de Louga, qui nous parle un peu des preposition use, c'est-à-dire comment on utilise les prépositions, donc qui constituent peut-être quelques problèmes, quelques difficultés, mais avec les quelques explications qui sont très claires, je pense que les élèves qui nous suivent directement aujourd'hui en direct sur la radio LRL FM 104.6 ont pu peut-être trouver quelques peut-être solutions par rapport ou bien les difficultés qu'ils rencontraient en classe. Monsieur Ndiaye, peut-être là, si vous avez peut-être quelques exercices, un à deux exercices que nous allons proposer aux élèves et corriger cela. Voilà, donc si j'étais en classe, il y a deux types d'exercices qui pourraient suivre. Mais ici, peut-être que la faisabilité de la seconde va être un peu difficile. Parce que souvent, après a grammar lesson, nous avons ce qu'on appelle deux types d'activités pour évaluer. Ce qu'on appelle the guided practice. The guided practice est ce qu'on appelle la fameuse application activity, l'exercice d'application qui fait suite au cours auquel donc on va passer tout à l'heure. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle communication practice. Comment est-ce que l'élève peut s'approprier des éléments qu'il a appris aujourd'hui pour pouvoir l'utiliser dans un contexte différent, c'est-à-dire faire un dialogue, ce qu'on appelle un role-play, etc., etc. Donc là, l'anglais c'est une langue vivante. Voilà, c'est une langue vivante. Oui. Donc à chaque fois qu'on apprend de nouveaux éléments en classe, donc on est censé se les approprier et essayer maintenant de les réutiliser dans la vie active, ce qu'on appelle real life situations. Maintenant peut-être que on pourra mettre de côté cette activité parce que ce ne serait peut-être pas facile de le faire. Mais il y a ce qu'on appelle the guided practice qui équivaut à ce qu'on appelle the application activity. Donc ici, je vais proposer peut-être quelques phrases et maintenant on va essayer de voir si nos élèves ont bien compris les explications qu'on vient de fournir. Voilà. Donc la consigne, the task is fill in the gaps with the right prepositions or particles. Donc, ils vont écouter à chaque fois que je dis blank, cela veut dire que c'est un espace donc à combler en utilisant la préposition adéquate. Voilà. First sentence. Vous pouvez faire ça doucement si. Voilà. They decided to put blank the meeting because few students were present. They decided to put blank the meeting because few students were present. Maintenant, après to put, c'est à l'élève de mettre la préposition adéquate. Je peux continuer ensuite revenir sur les réponses. Voilà. He accepted to apologize. The teacher. He accepted to apologize, blank. The teacher, blank. Missing the test. Donc là, il y a deux espaces à combler. He accepted to apologize, blank. The teacher, blank. Missing the test. He has succeeded to the exam and his parents are proud, blank, him. He has succeeded, right? Has succeeded to the exam. And his parents are proud. Être fier de en français. Are proud. Maintenant, il y a une préposition qui doit suivre. Him. The new president's way of governing completely differs. Espace, the famous one. The new president's way of governing completely differs, blank, the famous one. He is the chairman of the English club, and then he is responsible, blank, is good functioning. Repeat. He is the chairman of the English club, and then he is responsible, blank, is good functioning. We couldn't see the doctor because we showed
We couldn't see the doctor because we showed blank at the moment he was leaving. Je pense qu'on peut s'arrêter à ces, bon. à ces phrases-là. Voilà. Cette phrase, nous avons cette phrase. Voilà. Donc, chers élèves, vous venez de prendre ces 7 phrases que M. Ndiaye vient de vous proposer à la fin de la leçon qu'elle a eu à vous proposer, à présenter sur les prépositions. Donc maintenant, il y a quelques vides que vous devez combler. Prenez le temps, donc 1 minute. Vous allez essayer de faire cela avant qu'il ne passe à la correction. Donc je rappelle également que vous suivez la radio LRL-FM 104.6. Nous sommes aujourd'hui avec M. Matar, donc qui est professeur d'histoire géographique, professeur d'anglais au niveau du lycée Malik Sall, qui nous parle durant cette première heure sur les prépositions use. Comment on utilise les prépositions. Vous pouvez appeler également au numéro 88 628 17 88 628 28 628 17 88 88 628 17 88. Vous pouvez appeler pour poser vos questions, et nous saluons également de passage tous les collègues de la commune de Louga qui nous suivent sur la radio LRL FM 104.6. Donc, rapidement, M. Ndiaye, je pense qu'on peut passer directement à la correction. Voilà, donc passons à la correction. Donc, pour la première phrase, they decided to put, donc là, il fallait mettre off avec 2 F. To put off, qui veut dire to cancel, hein? Ou bien, voilà, to put to a later moment, c'est-à-dire reporter. They decided to put off the meeting because few students were present. He accepted to apologize. We can apologize for doing something, but also we can apologize to someone for doing something. Donc ici la réponse adéquate serait he accepted to apologize to the teacher for missing the test. Il a accepté de demander pardon à qui? Au professeur. Pourquoi? Pour avoir raté donc le devoir. He has succeeded to the exam and his parents are proud of him. To be proud of avec un seul F, hein? Être fier de. The new president's way of governing completely differs from, être différent de, the famous one. He is the chairman of the English club, and then he is responsible for its good functioning. Être responsable de, je pense l'avoir dit tout à l'heure. Responsible for, être responsable de. We couldn't see the doctor because we showed up. Donc nous sommes arrivés. Hein? We showed up at the moment he was leaving. Donc voilà, monsieur Nia. Donc les réponses qu'il fallait proposer à cette exercice. Peut-être on va prendre une petite pause avant de passer à la deuxième partie sur la deuxième leçon, Inch'Allah. À tout à l'heure. Allah, Allah, nous implorons ton aide, car sans ton... Assalamu alaikum. Chers élèves, la radio Leral FM 104.6 nous donne une opportunité avec des cours tous les jours de 11h à 13h. L'émission sera animée par Mr Amadou NIANG. Mr NIANG, quelles seront les matières? Oui, chers élèves, la radio Leral FM, surtout en cette période de la maladie de Covid-19, vous donne cette opportunité de suivre des matières en français, en anglais, en philosophie, en espagnol et en histoire et géographie avec les professeurs de la commune pour les niveaux de la terminale et de la 3e. Vous pouvez suivre également cette émission à travers la page Facebook de l'RLFM et sur sa chaîne YouTube. Saisissez donc, chers élèves, cette opportunité et suivez la radio l'RLFM tous les jours de 11h à 13h. Peur est dans sa destinée, j'ai senti en lui la valeur de la vie. Allah, Allah, wa Rasoul Allah, 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 wa Habib Allah.
Merci, chers auditeurs. Donc, après cette petite pause, nous allons reprendre l'antenne et passer à la deuxième partie, c'est-à-dire au deuxième point de ce cours de M. Ndiaye, professeur au niveau du lycée Malick Sall de Louga. Donc, après la première leçon sur les preposition use, nous allons passer à une autre leçon, surtout sur quelques conseils pratiques pour faire ce qu'on appelle un bon writing, ce qu'on appelle essai, je pense bien. D'habitude, je ne sais pas si c'est ce nom qui continue jusqu'à présent. Voilà, c'est ça. Donc, merci, Mouchenia. Donc, c'est aussi très important à chaque fois qu'on a donné une leçon de grammaire en anglais, parce que c'est une partie de l'examen qui est donné au bac. C'est-à-dire, il y a une partie, ce qu'on appelle la linguistic and communicative competence, et la dernière partie, c'est le writing. Voilà. Peut-être qu'une émission à la radio, ce ne serait pas possible de faire la reading comprehension. Donc, c'est pourquoi je me suis proposé de mettre l'accent sur ces deux parties-là. Donc, comme on vient de faire un cours de grammaire en une heure, j'ai proposé que nous en venions à ce qu'on appelle les four skills. Voilà. One of them is writing. Voilà. Il y a ce qu'on appelle the four basic skills, 4 compétences à travers lesquelles on apprend ou on enseigne une langue. Il y a ce qu'on appelle le reading, lire et comprendre. Il y a ce qu'on appelle le speaking, bien parler la langue. Nous avons listening, savoir écouter un message et comprendre. Et ensuite, le writing. Voilà. Maintenant, au bac, on évalue le speaking et le listening à travers l'examen oral pour les élèves qui auront choisi l'anglais comme LV1. Maintenant, le writing, que ce soit en LV1 ou en LV2, donc là, on est forcé de faire cela. Le principal problème maintenant qui se pose chez nos chers élèves, c'est malheureusement, ils n'accordent pas beaucoup d'importance à cette activité-là, qui pèse 6 points. Pratiquement le tiers. Le tiers, voilà. Donc, c'est le principal problème. Donc, je voudrais juste, à travers cette opportunité vraiment que vous m'offrez et que je salue, voilà, donc, de donner des conseils donc, pour pouvoir réussir cet exercice-là. What is writing? C'est ça la première question. Qu'est-ce qu'écrire? Qu'est-ce qu'on leur demande d'écrire? Et écrire pour faire quoi? Donc là, we are not going to jam up to what we call the theoretical framework. On n'a pas besoin de faire beaucoup de théorie, donc il faudra qu'on passe à la pratique. Peut-être une définition sommaire et passer à autre chose. Writing is a process through which students are expected to produce an effective piece of written communication of the type required in the real world. It's the teacher's role to help students go through this process by focusing on different techniques and strategies. Donc, c'est quoi writing? Donc, ce que je viens de lire, il y a 2 éléments clés. Students are expected to produce an effective piece of written communication. D'abord, on écrit pour communiquer. C'est la première des choses. Of the type required in the real world. On leur demande de communiquer sur quoi? Sur des choses qu'ils sont censés maîtriser. Donc, on ne peut pas venir demander à des élèves d'écrire sur comment vivent les Esquimaux, je ne sais pas, au pôle, voilà, c'est pas possible. Donc là, c'est des situations réelles, ce qu'on appelle des real life situations, qui sont en train de vivre ou bien qui seront amenés à vivre donc dans le futur. Sur ces genres de situations, voilà, on leur demande donc d'écrire sur quelque chose de réel, de très pratique. Donc c'est pour leur permettre d'avoir les arguments, voilà, pour pouvoir réussir ce Monsieur Ndiaye, peut-être là, je ne vous coupe pas également. Les thèmes que l'on donne aux élèves, surtout sur le writing, est-ce que dans certaines localités, peut-être, je donne un exemple peut-être là, un professeur m'avait un peu parlé de cela, il va par exemple à Dara Jolof, exemple. Le professeur donne aux élèves un texte qui parle de la pêche. Par exemple. Exemple.
Donc là, l'élève n'est pas peut-être dans son cadre social, il ne maîtrise pas bien la pêche, vous lui donnez un texte qui parle de pêche, et là, donc je pense qu'il va un peu fausser peut-être l'évaluation. Est-ce que peut-être les évaluations prennent en compte, surtout au niveau beaucoup plus restreint dans l'école, dans le lycée, dans le collège, prennent en compte ce qu'on appelle les aspects sociologiques et sociologiques, je pourrais dire. Voilà, donc c'est ce à quoi je faisais allusion. Je vois également d'autres textes qui parlent de Bill Clinton, des textes qui parlent je sais pas, des auteurs que nous ne connaissons pas, qui sont un peu hermétiques, ce qui ne permet pas à l'élève de s'exprimer bien parce qu'il ne va pas trouver les mots adéquats. Voilà, c'est ce à quoi je faisais allusion. Parfois, ce n'est pas pour faire le procès de qui que ce soit, mais quand même, il y a des efforts à faire en ce sens quand même. En ce sens. Tout à l'heure, quand je parlais de real life situations, c'est-à-dire des situations réelles que les élèves pourront être amenés à vivre. C'est des choses qui les intéressent dans leur environnement immédiat. Mais comme vous l'avez dit tantôt, parler de pêche à des gens qui sont à Daradjolof, là, je pense que là, c'est ne pas leur permettre d'avoir les arguments pour pouvoir... donc c'est ça, c'est des efforts à faire. Maintenant, je pense que pour la Commission nationale, en ce qui concerne l'examen du bac, par exemple, donc la Commission nationale, je pense que parfois, les thèmes, souvent, c'est des thèmes d'actualité, parce que le thème qu'on propose au niveau du writing, c'est dans le sens du texte, donc du texte qui est proposé. Maintenant, les textes qui sont proposés aussi suivent l'actualité. L'actualité qui ne concerne pas seulement une partie du pays ou bien une région quelconque, mais qui concerne tout le pays. Là, je pense que voilà. Maintenant, nous autres collègues vraiment qui sommes dans les localités et qui proposent nos propres devoirs, maintenant, c'est à nous d'essayer de faire en sorte donc d'interroger tous ces aspects-là. Est-ce que le texte ou bien le thème que je propose à mes élèves, ça les intéresse et qu'ils auront les arguments suffisants pour pouvoir traiter de ce thème, etc. Okay. Donc, voilà. Merci. Donc c'est ça. Mais vraiment l'aspect communication, written communication and real life situation, là c'est deux aspects obligatoires. Now, as far as the back exam is concerned, students are often asked to write. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux élèves d'écrire? Parfois, on leur demande d'écrire des essais, essays. Là aussi, il ne faut pas qu'on fasse la confusion. Un essai est un type d'écriture en anglais. Mais souvent, quand on parle de writing, on dit if it's writing. Ensuite, on propose une lettre ou bien on propose un dialogue. Là, c'est différents types de writing. Essays est un type, on y reviendra. Dialogues or conversation, c'est un type qu'on leur demande aussi d'écrire. Or letters, des lettres. Donc, on peut leur demander aussi d'écrire des lettres. Maintenant, il y a d'autres types de textes qu'on pourrait leur demander, mais on va davantage insister sur ces trois types. Maintenant, quelles sont les questions qu'on doit se poser avant d'écrire quoi que ce soit? Il y a 5 types de questions que l'élève doit se poser. La première, why do I write? It's about the context of writing. Pourquoi est-ce que j'écris? C'est le contexte. The type of writing required. Qu'est-ce qu'on me demande d'écrire? Est-ce qu'on me demande d'écrire une lettre? Est-ce qu'on me demande d'écrire un dialogue? Est-ce qu'on me demande d'écrire un essai? The audience. Maintenant, à l'examen, souvent, c'est le problème qui se pose. Quand on parle de audience, c'est celui qui est censé lire ce que j'écris. Quand on vous dit écrivez une lettre au président de la République pour lui faire une suggestion par rapport à tel ou tel phénomène, ce n'est pas le président de la République qui est censé lire ce texte. Mais peut-être que celui qui va écrire, il va se mettre dans la peau du président. C'est comme si c'était le président. Donc, c'est lui, ce qu'on appelle l'audience, c'est lui qui sera amené donc à lire votre texte. The purpose, j'écris pourquoi? C'est très important. À qui j'écris, mais aussi pourquoi j'écris. What am I supposed to write for? Is it to inform? Est-ce que j'écris pour informer? Est-ce que j'écris pour suggérer? Est-ce que j'écris pour persuader ou convaincre? Ou bien est-ce que j'écris pour conseiller? Maintenant, il y a des éléments langagiers auxquels on fera appel pour pouvoir maintenant étoffer tout cela. Si j'écris pour informer, il y a des types d'expressions, il y a des éléments que je dois utiliser. Si j'écris pour suggérer, il faudra que je sache comment exprimer la suggestion en anglais, etc.
Donc c'est le quatrième aspect. Le cinquième et dernier aspect, c'est ce qu'on appelle the length. The length, c'est la longueur du texte. Au bac, souvent, on demande à l'élève d'écrire entre 200 et 250 mots. C'est ce qu'on leur demande souvent d'écrire. Maintenant, il y a des élèves qui font le malin, qui se disent que bon, le prof vraiment n'aura pas le temps de lire ou bien de compter les nombres de mots pour savoir si j'ai... Voilà. Non. Le prof n'a pas besoin de compter les mots pour savoir si ça a été respecté ou pas. Donc voilà quelques conseils donc, par rapport au writing. Maintenant, on en vient à l'essai. Si on nous propose un sujet d'essai, qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour diminuer un peu la théorie et proposer quelque chose de plus pratique? Est-ce qu'une question, M. Ndiaye, est-ce qu'il ne fallait pas également, pour que mieux conscientiser les élèves avec ce writing, cet essai qui prend 6 points, de les sensibiliser, de commencer d'abord par le writing qui compte 6 points? Oui, ce serait une très bonne chose parce que la compréhension, on passe tout le temps. D'abord, le texte, il est hermétique. Comment survoler ce texte, comment le comprendre, etc. D'abord, il y a des élèves qui prennent tout le temps avec le texte pour ensuite répondre aux activités de compréhension, qui certes, oui, pèsent 8 points, mais il faudrait aussi accorder de l'importance donc, au writing. Là, c'est ce que je suggère, ou bien je propose, je conseille souvent à mes élèves, de commencer par le writing, de lui donner le temps qu'il faut. Voilà, c'est souvent ce que je leur demande. Parce que ça pèse 6 points, tout comme la linguistic and communicative competence activity, ce qu'on appelle la partie grammaire. Nous, souvent, on passe tout notre temps à parler de grammaire, mais la grammaire pèse aussi 6 points, autant que le writing. Voilà. Maintenant, c'est la reading comprehension qui pèse 8 points. Donc, c'est souvent, en tout cas, le conseil que je donne à mes élèves, de commencer par le writing. Voilà. Maintenant, on ne leur demande pas l'impossible. Il y a des choses, il y a des critères à respecter. Voilà. On ne leur demande pas de parler l'anglais de Shakespeare. Il y a ce qu'on appelle quelques critères à respecter. On le respecte, on montre au prof vraiment qu'on a maîtrisé, on a compris le sujet d'abord, on a maîtrisé la méthodologie, ça va. Maintenant, il y a des choses qui sont relatives à la cohérence. Certes, oui, parfois il y a des problèmes de langue, mais l'essentiel, c'est d'abord de maîtriser le sujet, être bien imprégné du sujet d'abord, et ensuite maîtriser la méthodologie. Savoir le type de texte qu'on me demande d'écrire. Voilà, on me demande d'écrire une lettre, j'écris un dialogue, là je passe tout à fait à côté. On me demande d'écrire un dialogue, une conversation, j'écris un essai, c'est la même chose. Donc il faut que je sache quel type de texte écrire, de quoi parle le sujet, quelle est la méthodologie. Comment est-ce que je dois procéder? Voilà, je pense que si on respecte ces critères-là, on peut avoir la moyenne. La moyenne, c'est 3 points sur 6. Maintenant, le reste va dépendre de l'appréciation du professeur. Voilà. Donc, pour parler du writing, donc ces 5 principes-là que je viens de citer, donc qui sont incontournables d'abord avant d'écrire quoi que ce soit. Après avoir mis l'accent sur cela, maintenant, on lit le sujet. Ici, j'en propose un. More and more young people smoke nowadays. Donc, c'est un sujet qui parle de smoking, du tabagisme. What do you think are the causes and consequences of this phenomenon? Quelles sont les causes et les conséquences d'un tel phénomène? Propose some solutions to stop this trend. De proposer des solutions pour y mettre fin. Donc, à une telle tendance. Maintenant, si on propose ce sujet-là, je n'ai pas besoin de prendre la feuille d'examen et de commencer à écrire. Je prends ma feuille de brouillard, ce qu'on appelle drafting, to draft. What does it mean? C'est un type d'activité préliminaire que l'élève fait avant de passer au writing itself. He, the students, note down all concepts that are related to the topic. Tous les concepts, toutes les idées que l'élève a et qui sont relatives à ce sujet, il l'écrit. Donc là, il n'écrit pas, il accouche. Voilà. Tout ce qui lui vient en tête et qui est relatif au thème, il l'écrit.
Maintenant, après avoir écrit, autant pour moi, maintenant on fait ce qu'on appelle, on va catégoriser toutes ces idées-là que j'ai ramassées. Quelles sont les idées qui sont relatives aux causes? Par exemple, quand il est question de parler de tabagisme, quelles peuvent en être les causes? La publicité or advertisement, ce qu'on appelle l'influence des autres, personal or family problems. Il y a des enfants, des adolescents qui font recours au tabac parce qu'ils ont des problèmes à la maison avec les parents ou quelque chose comme ça. Shyness, il y en a qui le font pour cacher leur timidité. Leur faiblesse. Voilà, leur faiblesse. Voilà. Desire to reveal one's personality, voilà, pour montrer qu'ils sont quelqu'un d'important, qu'ils ont grandi ou quelque chose comme ça. Ce sont les causes. Maintenant, dans une autre colonne, on met ce qu'on appelle les conséquences. Les conséquences du tabagisme sont les maladies, par exemple, diseases, dropping off school, sécher les cours, addiction to drug. Donc, c'est un mal qui peut mener à un autre mal, c'est-à-dire la drogue. Avoir aussi des problèmes avec les parents, c'est-à-dire quand notre père nous surprend en train de fumer, quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, maintenant, les solutions. La sensibilisation d'abord, sensitizing, prohibition or cigarette advertisement, interdire la publicité de la cigarette, voilà, voter une loi pour ça, si nécessaire. Increasing the taxes on cigarettes, par exemple, augmenter les taxes, voilà, sur la cigarette. Voter des lois pour vraiment, laws against young people smoking, des lois pour interdire et mieux contrôler le tabagisme chez les adolescents. Donc voilà, donc après avoir mis sur papier toutes mes idées, maintenant je viens de les catégoriser. Quelles sont les idées qui vont avec les causes, quelles sont les idées qui vont avec les conséquences et ensuite les solutions. Maintenant, l'état financier c'est quoi? Maintenant, c'est ce qu'on appelle the writing itself. Maintenant, je commence à écrire. Voilà. Maintenant, il transforme ces idées-là qu'ils ont de manière linéaire, ils les transforment maintenant sous forme de texte. Comment procéder? On commence d'abord par l'introduction. Ils vont devoir écrire une introduction. Dans l'introduction, nous avons deux parties. Nous avons ce qu'on appelle talking about the topic in general. On parle donc du sujet en général. Donc partir du général au particulier. Ensuite, nous avons outlining, annoncer le plan. Donc vous aurez l'impression que j'ai sauté quelque chose, c'est-à-dire poser le sujet. Hein. Souvent en français on dit amener le sujet, poser le sujet et annoncer le plan. Maintenant en anglais on met les deux peut-être dans une seule phrase. Hein. Amener et poser le sujet à la fois. C'est ce qu'on appelle talking about the topic in general. Smoking is nowadays, it has often been said that, et là on complète. Voilà. Ensuite, bon, tout à l'heure j'ai passé un exemple. Ensuite maintenant on va annoncer le plan. Voilà. Examples of sequencing in an outline. First, it will be question of. Dans un premier temps, il sera question de. Second, we will show. Ensuite, nous allons montrer. And finally, we will try to. Enfin, nous essayerons de. C'est-à-dire de suggérer ou de proposer des solutions pour mettre un terme à ça. Peut-être que. Voilà, donc là, il y a un exemple. Nowadays, the development of smoking is being noticed through the youth. On remarque que de plus en plus de jeunes se mettent à fumer. First, it will be question of identifying the main causes of such a phenomenon. Dans un premier temps, il sera question d'identifier les différentes causes d'un tel phénomène. Second, the consequences of such a plague will be considered. Ensuite, nous allons considérer les conséquences donc d'un tel fléau. Finally, we'll try to propose some solution. Donc, c'est une sorte d'introduction. To settle it down, yeah. Juste un exemple donc d'introduction. Ensuite, pour le développement, nous avons ce qu'on appelle des paragraphes. Avant d'écrire le développement, il faut savoir d'abord écrire un paragraphe. Et c'est quoi un paragraphe? In the development, we give some arguments and reinforce them with some examples. The development is composed of paragraphs. What is a paragraph composed of?
Peut-être que vous, en français, vous allez dire qu'un paragraphe est composé donc de l'idée, de l'argument, ensuite d'un exemple. Hein. Voilà. En anglais, nous avons 2 éléments, ce qu'on appelle the topic sentence. This is the idea itself. Donc, c'est l'idée. The topic sentence. And now the supporting sentences. The supporting sentences, maintenant, le deuxième élément, ça peut être des arguments, ça peut être aussi des exemples. Donc, en anglais, voilà comment est-ce qu'on procède. D'abord, quelle est l'idée directrice donc, du paragraphe? Ensuite, maintenant, quels sont les arguments qu'on utilise pour étoffer cette idée-là? Maintenant, ici, on parle de supporting sentences. Ça peut être des exemples, ça peut être des arguments aussi. Voilà. A topic sentence is the first and main sentence in a paragraph. It's a sentence that stands as an argument. A supporting sentence is any other sentence that follows the topic sentence. C'est ce que je disais tantôt. A supporting sentence is a reinforcing. Donc, il vient renforcer à terme d'argument donc l'idée directrice. Hein. The topic sentence or examples reinforces or provide some examples that reinforces the argument. Parfois aussi, on peut proposer des exemples qui viennent renforcer donc l'argument. Donc ici, on peut écrire un premier paragraphe, par exemple, ensemble, juste pour parler des causes. On utilise un premier paragraphe pour parler des causes. On va à la ligne. Deuxième paragraphe pour parler des conséquences. Ensuite, troisième paragraphe pour parler des solutions. Donc là, c'est juste un exemple. Ok, c'est voilà. Bon. Je rappelle également les auditeurs que vous suivez la radio LRL FM 104.6. Vous suivez votre émission La Classe en direct. Nous sommes aujourd'hui avec M. NDIAYE Matar, donc, qui est professeur d'anglais au niveau du lycée Malick Sall de Louga. Vous pouvez appeler au numéro 77 431 77 78. Le serveur a quelques soucis, donc je vous donne ce numéro. Vous pouvez appeler au numéro 77 431 77 78 77 431 77 78. Ok, merci M. NDIAYE pour donner un petit exemple. Voilà, donc un exemple de paragraphe pour parler des causes. D'abord, ce qu'on appelle the topic sentence, c'est juste pour introduire de quoi on parle. Ici, c'est pour introduire les causes. The development of smoking among young people can be justified by a certain number of causes. Le développement du tabagisme chez les jeunes peut être justifié par un certain nombre de causes. This is the topic sentence. Now, supporting sentence number 1. First of all, c'est ce qu'on appelle les discourse markers. Donc, that are kinds of signposts. Donc, qui permet à celui qui lit donc de bien suivre donc la trame, hein, donc le fil donc de ce qui est écrit. First of all, smoking is advertised everywhere in the town through posters, the radio or on TV. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la publicité. Smoking is advertised everywhere, sur les posters, sur the posters, the radio or the TV. À la radio et à la télé. Il y a la publicité donc du tabagisme. C'est une cause. Moreover, ensuite, donc c'est pour de plus, c'est pour donner une autre cause. A great number of youngsters. Vous appelez les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, voilà. En anglais, on les appelle des discourse markers. Voilà, c'est la même chose. Hein. Moreover, a great number of youngsters smoke because they think it can make them feel gentle or reveal their personality. Donc, c'est pour montrer qu'ils ont de la personnalité qu'ils fument. Pour montrer qu'ils auront grandi. Donc, c'est la deuxième cause. La troisième, smoking is also aussi est un connecteur. It's also a way for some people to get rid of their shyness or forget their problems. That's why, for example, this phenomenon is more developed among young people. Donc voilà un exemple de paragraphe donc, sur les causes. Voilà, on pourrait en faire de même pour les conséquences et ensuite les solutions. Et là, on en aura fini avec ce qu'on appelle le développement. Maintenant, pour la conclusion, il y a... Mais M. NDIAYE, souvent, actuellement, depuis quelques années, je ne sais pas, les formes de writing qui sont proposées aux élèves sont un peu différentes de peut-être des formes standards bien anciennes qui étaient proposées. On donne souvent des formes de dialogue, souvent, de plus en plus, je ne sais pas, de plus en plus des dialogues que les élèves vont... on donne une question, l'élève a donné la réponse, ou bien on donne la réponse, l'élève va essayer d'imaginer une solution.
Est-ce que ce sont les types-là qui sont beaucoup plus récurrentes ou bien on les donne de temps en temps? Voilà. Vous qui intervenez souvent dans les classes. Ok, je vais y venir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a différents types de formats. Quel type de texte me demande-t-on d'écrire? Maintenant, il y a deux types d'activités. Il y a des dialogues qu'on propose au niveau de la linguistique and communicative competence. Là, c'est des dialogues. C'est ce qu'on appelle dialogue completion. On donne un dialogue. Là, c'est dans la partie grammaire. On donne un dialogue. Parfois, on donne une réponse, on demande à l'élève de poser la question. Parfois, on donne une question, on demande à l'élève de répondre. C'est ce qu'on appelle un skeleton dialogue. Voilà, c'est souvent au niveau de la grammaire. Voilà, de la grammaire. Voilà. Bon. Maintenant, au niveau de la partie writing, il y a aussi le dialogue ou la conversation aussi qui est un type de writing. Là, il ne s'agit pas de proposer un skeleton dialogue à l'élève, mais c'est à l'élève lui-même donc de produire son texte. Donc là, c'est un peu différent. Voilà, donc je vais en venir. Parce que là, j'avais choisi de commencer avec l'essai. Tout à l'heure, on va parler du dialogue et pour terminer avec la lettre. Comment écrire une lettre. Voilà. Donc, pour revenir à la conclusion, nous avons deux parties dans la conclusion. In the first part, we make a summary of the different parts of the development. Donc, c'est une sorte c'est ce qu'on appelle faire le bilan. Voilà, un petit résumé donc des différentes parties donc du développement. Et ensuite, pour la deuxième partie, on peut donner son opinion personnelle, voilà, comme on peut ouvrir les perspectives. Voilà. Donc là, on peut employer des expressions in sum, to conclude, in a nutshell, in the end, et voilà. Donc là, c'est fait de manière assez laconique. Voilà. Allez-y, Maintenant, pour revenir à votre question, le dialogue. Donc, je pense avoir fait la part des choses entre le dialogue, completion qu'on propose au niveau de la partie grammaire, et le dialogue maintenant qu'on demande à l'élève de faire au niveau donc, de la partie writing. Yeah. What is a dialogue? C'est quoi un dialogue? C'est un type de texte qu'on me demande d'écrire pour rapporter une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Voilà. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'introduction qu'il faut mettre. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'introduction? Et quels sont Souvent, il y a des élèves qui pensent que dans le dialogue, on n'a pas besoin d'introduire. Bien sûr qu'on a besoin d'introduire pour camper le décor, comme on dit. Effectivement. Qui parle? Avec qui? De quoi il parle? Dans quelles circonstances ils se sont rencontrés? C'est ce qu'on appelle setting up the situation. C'est quoi la situation? Là, tu introduis ce dialogue, we just formulate the topic. C'est une manière donc de reformuler le sujet. Donc pour proposer toutes ces informations-là. Qui et qui parle? De quoi ils parlent? Quand est-ce qu'ils se sont rencontrés? Voilà. Who, when, where and what about? Donc ce sont les 4 questions au moins auxquelles on doit répondre dans l'introduction. Donc ça permettra maintenant à celui qui va lire donc, de pouvoir suivre donc, la trame donc, de la conversation. Donc là, je propose un exemple. Amdi and Paul are 2 friends discussing issues related to smoking. Amdi thinks that smoking opens the mind and isn't dangerous. But Paul considers smoking as something useless and dangerous. Here is the conversation. So Andy and Paul have a diverging point of view about smoking. Ils ont des points de vue divergents par rapport donc, au tabagisme. Andy pense que donc, ça vous éclaire l'esprit et que c'est bon de fumer, alors que Paul, lui, pense que ça ne sert absolument à rien et que c'est dangereux. Ça nous expose à des maladies ou quelque chose comme ça. Maintenant, on vous demande d'écrire leur conversation. Donc, maintenant, là où on dit write down the conversation, tu peux tout simplement dire here is a conversation. Donc, c'est une manière de reformuler le sujet. Et là où on vous dit write down the conversation, vous dites here is a conversation. Et là, vous aurez mis tous les éléments nécessaires. Donc, the dialogue itself. Donc, pour le dialogue, c'est pas compliqué. Il s'agit de mettre donc le nom du locuteur, 2 points, le contenu de ses propos. Celui de son interlocuteur, 2 points, le contenu de ses propos. En
faisant en sorte maintenant qu'il y ait équilibre. Voilà. Donc, l'un ne peut pas trop se pencher sur le sujet et que l'autre réponde avec un seul ou deux mots. C'est pas possible. Donc là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le respect du parallélisme des formes. Voilà. Maintenant, après cela, on conclut. Comment, en disant juste, comment s'est terminée la conversation, qui a fini par convaincre l'autre. Et depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que Paul aura comment dire encore, convaincu ou persuadé Amdi à arrêter de fumer, et depuis lors, Amdi ne fume plus, par exemple. Donc c'est une manière assez... Et c'est d'ailleurs le type de writing que les élèves aiment mieux. Souvent, quand on propose 3 sujets aux élèves, souvent, la grande partie, donc, ils font cette activité-là. Voilà. Maintenant, le troisième type d'écriture, nous avons ce qu'on appelle le letter writing. La lettre. Donc, peut-être ici, on n'aura pas la possibilité de montrer le format. Peut-être on peut seulement dire qu'est-ce qui est à l'entête et tout cela pour permettre également. C'est ça. Donc, il y a ce qu'on appelle 2 types de lettres. Il y a ce qu'on appelle the formal letter, une lettre formelle, et informal letter, une lettre informelle qu'on écrit à un ami, à un camarade de classe, qu'on a perdu de vue depuis très longtemps, ou quelque chose comme ça. Voilà, un cousin, un parent proche, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle informal letter. Mais pour commencer maintenant avec les formal letters, c'est une lettre qu'on écrit à une autorité, par exemple. Ça peut être aussi une demande d'emploi, ça peut être, voilà. Quelle qu'en soit la raison, quand on écrit à une personne qui ne nous est pas familière, c'est ce qu'on appelle une lettre formelle. Maintenant, quel est le format? D'abord, en haut et tout à fait à droite, il faut mettre l'adresse. Le nom et l'adresse de l'expéditeur, celui qui écrit sa lettre. Ici, j'ai donné par exemple l'exemple de Lamine Lo, Post Office Box 56, Louga, Santiaba, NDIAYE. Donc, on donne le nom de la personne qui écrit, son adresse et la date à laquelle donc le texte a été écrit. Maintenant, on va à la ligne et tout à fait à gauche. On écrit les informations qui sont relatives au destinataire. Son titre d'abord. Vous lui écrivez à quel titre? Vous écrivez une lettre au ministre de l'Éducation. Écrivez Minister of Education. Mais il ne faut pas mettre le nom de Racine Talla. Là, ce ne serait pas correct. De Mamadou Talla, voilà, ce ne serait pas correct. Il faut mettre juste Minister of Education. Son adresse prochaine, c'est où? Ministry of Education. Ministre de l'Éducation au ministère de l'Éducation ou Dakar Plateau. Et là, nous avons ce qu'on appelle les informations qui sont relatives au... Maintenant, il y a un débat. Est-ce qu'on peut mettre Dear Minister ou pas? Donc là, il y a un grand débat. Mais il est beaucoup plus approprié de dire Mr. Minister. Mr. Minister. Donc, monsieur le ministre. Ensuite, maintenant, on en vient au corps. L'objet, on ne le fait pas comme en français. On le fait pas comme en français. Parfois, on peut aller tout à fait à droite, on met reference, REF 2 points. Ensuite, on donne l'objet. Mais on peut aussi, donc c'est juste facultatif. On peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. Maintenant, en réalité, au niveau du contenu du corps du devoir, on doit mettre l'objet. L'objet pour lequel vous lui écrivez. C'est la raison pour laquelle il y en a qui disent que vous n'avez pas besoin de le mettre. Parce que de toute façon, ça va être... Monsieur le ministre, je vous écris pour telle ou telle autre raison. Donc là, d'abord, dans le premier, ou bien dans la première ou dans les 2 premières phrases, il faut d'abord parler donc de l'objet, la raison pour laquelle vous lui écrivez. Ensuite, maintenant, dans un deuxième paragraphe, faire un constat. Un certain nombre de constats qui vous ont poussé à lui écrire la lettre. Pour terminer maintenant, lui faire des recommandations. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de lui? Et c'est fini. C'est ça le corps du devoir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les closing expressions. Comment clore, comment terminer. Donc là, il y a des expressions comme faithfully yours or yours faithfully, sincerely yours or yours sincerely. En bas et tout à fait à gauche. Maintenant, après, on met Mr. et son nom. Là aussi, je veux bien donner un conseil aux élèves. Au bac, il leur est interdit de mettre leur nom. De mettre leur nom. Surtout. Donc, voilà. Donc là, il ne faut pas mettre de nom. Vous mettez
En bas, après avoir mis yours, faithfully yours, vous mettez name ou last name. Last name, pour montrer qu'on maîtrise la méthodologie. Si on met name seulement, ça veut dire first name and last name at the same time. Donc on met last name, Mr. ou Mrs. Ensuite on met ce qu'on appelle le nom de famille, last name. En bas, là où on doit signer, on écrit seulement signature, parce qu'il est interdit aux élèves de signer leur copie. Donc il faut juste mettre name, last name, en bas on met signature. Et là, on en aura fini avec la lettre formelle. Merci, M. Ndiaye. Donc, il nous reste pratiquement 2 minutes, le temps file. Voilà. C'était tes derniers mots. C'est juste pour passer maintenant à la lettre informelle. Donc rapidement, là, en une minute, oui. En une minute, c'est bien possible. Donc là, on n'a pas besoin, au niveau de l'entête, de mettre donc, les informations relatives donc, au destinataire. Juste l'adresse de l'expéditeur et la date. Ensuite, on peut dire dear friend, dear, vous mettez son nom. Ensuite, vous en venez directement à la raison pour laquelle vous écrivez, donc le corps du devoir. En bas, maintenant, on n'a pas besoin de trop de politesse comme c'est une personne qui nous est familière. On n'a pas besoin de mettre yours, faithfully yours. Best wishes, best regards. Et là, ça aura suffi. Si vous voulez qu'il vous réécrive donc, donc sous forme de réponse, là, dites-lui write back soon. Et là, vous mettez votre prénom. Au niveau du format lettre, là, on mettait nom de famille. Ici, on met prénom. Donc, on peut mettre Matar seulement. Ensuite, on signe. Mais comme au bac, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, votre nom. Vous mettez first name and signature. Et voilà. C'est fini. Voilà. Merci encore une fois, vraiment, M. Ndiaye, c'est très gentil. Et encore une fois, nous vous remercions pour votre disponibilité. Vous terminez par quoi, M. Ndiaye? Voilà, bon, revenir aux mots vraiment que j'ai utilisés, avec lesquels je m'étais adressé à vous, pour vraiment me réjouir vraiment de cette opportunité que vous m'offrez, voilà, de participer vraiment à cette belle initiative. Voilà, vraiment, vous me remerciez, mais c'est à moi de vous remercier. C'est une très bonne chose, c'est des initiatives à encourager. Et on reste disponible à chaque fois que vous ferez appel à nous. Merci encore une fois. Donc je vous remercie. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. Donc de 11h à 13h, vous serez avec M. Amadou NIANG qui va vous parler un peu de la méthodologie de la dissertation. Le mardi 24, vous serez avec M. Jim. Donc à la même heure de 11h à 13h pour un cours de philosophie sur la méthodologie de la dissertation également. Le mercredi 25, vous serez avec M. Ndiaye, Malik Ndiaye, qui est professeur au nouveau lycée, qui va parler du premier domaine du programme de la philosophie. Le jeudi 26, vous serez avec M. Pape Moussassi et M. Khaya qui vont parler un peu du roman et de la poésie. Le vendredi 27, vous serez avec M. Gay, Seigneur Gay, qui va faire une leçon en espagnol. Leçon d'espagnol dimanche. Le samedi 28, vous serez avec M. Daoud Diouf qui va faire une leçon d'histoire et de géographie. Je vous donne rendez-vous demain donc à 11h sur la radio LRL FM 104.6 avec M. Ndiaye Abdou. Merci et à demain. Car sans ton aide nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer. Car sans ton amour tout est empoisonné. Car sans ton amour tout est empoisonné. Car sans ton amour tout est empoisonné.